Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis pour le 11e webinaire, le rendez-vous de TPE, PME et associations en Nouvelle-Aquitaine. Premier webinaire depuis le déconfinement. Alors, particularité, c'est que ces webinaires se tiendront de manière hebdomadaire et non plus de manière bi-hebdomadaire. Pour cette 11e édition, elle est consacrée aux questions de cybercriminalité, des sujets qui montent au fil des semaines. Ces webinaires sont tenus grâce aux différents partenaires et têtes de réseau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est la Chambre de commerce de Bordeaux-Gironde, c'est la Chambre des métiers de la Gironde, c'est la Chambre d'agriculture de la Gironde, la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'U2P Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine et Gironde, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la FNTR Aquitaine, l'UNEA, l'INAE, la CRES Nouvelle-Aquitaine, l'UDES Nouvelle-Aquitaine, le MOVE, le CJD Gironde, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine, le Césaire et la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air. Donc, pour vous expliquer un petit peu la plateforme, donc premier onglet, le onglet chat. Donc, vous pouvez, et vous le faites, saluer un petit peu tout le monde. Deuxième onglet, donc onglet questions. Donc, c'est dans cet onglet que vous allez poser vos questions. Vous verrez un petit triangle qui apparaît à côté de la question. Elle vous permet de voter pour une question qui ressemble à celle que vous vouliez poser. Les questions sont affichées par importance de vote. Donc, je vous incite vraiment à regarder donc le petit triangle. Et puis ensuite, un troisième onglet, l'onglet sondage. On vous publiera des sondages qui nous permettent d'affiner les thématiques des webinaires ainsi que les invités. Je reviens une petite seconde sur la partie chat. On vous publie également donc des informations. Donc, vous retrouverez au tout démarrage du chat des informations, notamment des sites sur le site de l'État sur la cybermalveillance et d'autres qui vous seront publiés au fur et à mesure. Alors, nous allons attaquer donc ce webinaire. Donc, nous recevons Olivier Graal et Paul Bousquet. Monsieur Graal, vous vous présentez puis vous nous dites qu'est-ce que vous faites dans ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis le délégué à la sécurité numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine au sein de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui est l'autorité nationale en matière de cybersécurité, qui est un des services du secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, qui est lui-même donc un service rattaché au Premier ministre. Nos missions locales, c'est de vous accompagner et de monter le niveau de vigilance en matière de cybersécurité auprès des PME, PMI, des collectivités, des ETI, faire prendre conscience effectivement largement de la nécessité de se protéger de ce risque qui est devenu malheureusement le premier risque en entreprise. Donc je suis ravi de pouvoir venir aujourd'hui et discuter avec vous de ces sujets. Merci. Paul Bousquet. Oui, bonjour à tous. Paul Bousquet, je suis commissaire de police. Je suis en fonction à la direction de la police judiciaire de Bordeaux. Je suis le chef de la division des affaires économiques et financières. Et j'ai notamment sous ma responsabilité un groupe de lutte contre la cybercriminalité, qui est un groupe d'enquêteurs spécialisés sur ces sujets qui touchent de plus en plus les entreprises de la région. Donc voilà, nous enquêtons sur ce genre d'enquête et je pourrais apporter mon témoignage à ce sujet. Alors, le temps que les questions arrivent, pour que les gens les ciblent. Donc, concrètement, est-ce que aujourd'hui, vous avez plus de travail du fait de la période que nous vivons, de cette crise sanitaire? Est-ce que c'est l'opportunité aussi pour certains de venir dans nos réseaux? Parce qu'on a sorti nos ordinateurs du bureau, donc on est chez soi. On fait des commandes, certaines commandes n'arrivent pas ou ne sont pas conformes. Est-ce que ça, c'est bien plus important que ce que vos services ont traité précédemment? Vous prenez la parole l'un et l'autre, pas de priorité particulière. Je te laisse la primeur, Paul. Très bien, merci Olivier. Oui, effectivement, alors pour être clair et puis pour commencer sans inquiéter le public, mais nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que cette période est une période particulière où il y a eu un déconfinement un peu dans l'urgence. Les entreprises ont confiné donc leurs salariés, ont mis leurs salariés en télétravail, un télétravail qui était parfois bricolé, qui n'était pas toujours préparé. Et donc, les salariés sont rentrés à domicile avec des ordinateurs. Ils ont continué à travailler des fois avec leurs ordinateurs personnels, parfois avec des ordinateurs
fournis par leur entreprise, mais pas ou mal sécurisés. Les droits ont été ouverts pour faciliter ce travail. Les entreprises ont utilisé des applications de visioconférence, de partage de données grand public et pas forcément également sécurisées. Et donc tout ça, ce sont des vulnérabilités, des portes ouvertes, et donc la surface d'exposition de nos entreprises aux cyberdélinquants est très importante actuellement. Et donc nous sommes effectivement très inquiets par une recrudescence d'attaques que nous constatons déjà. Voilà. Peut-être qu'Olivier peut préciser et compléter mon propos. Alors je vais rajouter quelques chiffres, parce que les gens aiment bien quantifier. Aujourd'hui, donc c'est nos amis de cybermalveillance.gouv.fr, donc le PME, PMI en matière de cyber, qui ont fait une étude et ils ont estimé l'augmentation du phishing. Alors le phishing, c'est l'hameçonnage, c'est quand vous recevez des emails qui vous incitent à télécharger des applications ou qui vous proposent un fichier sur lequel vous allez cliquer et qui malheureusement va compromettre votre PC. Il y a une augmentation constatée depuis le début du Covid de plus de 600%. Donc c'est énorme, c'est vraiment une vague qui s'explique très simplement, c'est que les cybercriminels sont des opportunistes et vont profiter effectivement de la situation de stress général pour donc vous, comme vous êtes fragilisé, vous amener à sortir du cadre traditionnel de travail et vous faire soit télécharger des choses qu'il ne faut pas, soit cliquer sur les mauvais liens et de ce fait compromettre votre système d'information. Le phishing, c'est la porte d'entrée vers votre système d'information. C'est une des possibilités. Il y a un autre phénomène récurrent actuellement, c'est l'augmentation du nombre de faux sites traitant du sujet Covid. De mémoire, je crois qu'il y a plus de 27 000 sites en ligne. Donc c'est 50% des sites qui traitent du sujet Covid qui sont en fait des plateformes de hacking qui ont pour objectif de s'infiltrer dans vos systèmes d'information. Donc le fait de consulter des pages sur ces sites peut potentiellement compromettre vos PC. Donc c'est important de relever votre niveau de vigilance de ce point de vue-là, de devenir un peu paranoïaque. C'est-à-dire qu'il faut que vous contentiez d'aller sur les sites officiels et que vous repreniez des habitudes, que vous preniez du recul par rapport à la situation et que vous ne réagissiez pas dans des situations de stress. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir avant de cliquer sur les mauvais boutons. Et alors, avant de passer aux questions, vous parlez donc du phishing, vous parlez de ces sites qui ressemblent à tout sauf du vrai site. Pour la personne qui est pas tellement habituée, comment est-ce qu'elle reconnaît ça? On prend le cas d'une banque, par exemple, d'Orange d'ailleurs. Sur quoi est-ce qu'il faut aller pour vraiment se dire non, c'est bizarre ce mail? Alors, je commence la réponse, Paul, je te laisserai prendre le relais. Sur la première chose, donc quand vous recevez parlons d'abord des emails. L'email, le premier réflexe à avoir quand on reçoit un email, c'est de vérifier si cet email est justifié. Typiquement, est-ce que votre banquier a pour habitude de vous contacter de cette façon et de vous demander de cliquer sur des liens? Dès que vous voyez un comportement inhabituel, vous devez déjà commencer à vous mettre en situation de suspicion. À partir de là, il y a des choses très très simples à faire. La première chose à faire, c'est vérifier l'adresse. Pour ça, souvent, on va liser bien l'adresse de la personne qui vous interpelle et vérifier s'il n'y a pas une faute de frappe. Typiquement, si vous recevez un mail du ministère des Finances en .com au lieu de .fr, avec une adresse tout à fait légitime, mais à la place du .fr, vous voyez .com, ben c'est que clairement, c'est pas nous. C'est pas le ministère des Finances. On peut aussi voir tout simplement changer une lettre ou rajouter une lettre. Vous allez rajouter 2 i là où il y en avait qu'un, et donc si on ne prend pas le temps de lire l'adresse, on va pas le voir, ça. D'autant plus que tout le reste est juste. C'est-à-dire que on fait ce qu'on appelle ils font ce qu'ils appellent du typo-squatting. Donc ils vont squatter les éléments graphiques habituels de vos interlocuteurs pour usurper leur identité. La seule chose qui vous permet effectivement de détecter la supercherie, c'est de bien faire attention aux adresses mail
des personnes avec qui vous discutez. Et quand vous avez un doute, quand c'est une façon inhabituelle de communiquer, typiquement, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, tous les ministères ne vous demanderont jamais de communiquer votre mot de passe ou vous demanderont pas de cliquer sur un lien. Vous avez pour ça d'autres espaces. Vous avez un site internet officiel, allez sur le site internet officiel de l'administration qui cherche à vous contacter. En parallèle de ça, vous avez malheureusement d'autres sites qui ne sont pas des sites officiels, qui se sont créés durant la période de crise. Donc là, le conseil à donner sur la partie site web, c'est même principe de regarder les URL. L'URL, c'est l'adresse du site web. Et de se concentrer exclusivement sur les URL officielles. Donc, si vous devez aller récupérer de l'information sur le Covid, par exemple sur l'achat de masques ou autre, prenez le temps d'aller sur les sites de l'État. Là, vous êtes sur un environnement protégé. Par contre, évitez, parce que malheureusement, beaucoup de PME, PMI n'arrivant pas à s'approvisionner en masques, ont reçu des emails pour leur faire des propositions d'achat sur des sites qui n'existaient pas il y a 15 jours. Tous ces sites qui ont été récemment créés sont en général des faux sites qui ont pour vocation à vous arnaquer. Et là, je pense que Paul peut prendre le relais et en discuter mieux que moi, puisque tu as eu des affaires à traiter, si j'ai bonne mémoire. Alors justement, ça va permettre d'afficher la première question. Monsieur Bousquet, et vous compléterez justement. Je vais afficher cette première question et vous pourrez compléter ce qu'a dit Olivier Graal. Alors je peux pas l'afficher parce qu'il y a eu une réponse. Je vais vous la lire, c'est pas grave. Donc, que doit-on faire en urgence quand on est victime d'une cyberattaque? Alors d'abord, pour compléter ce que disait Olivier, effectivement, pendant cette période de crise, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte augmentation du phishing, que ce soit avec des faux sites ou que ce soit par des mails. D'après la plateforme Pharos, qui est une plateforme qui surveille les contenus illicites sur le net, c'est une plateforme qui est armée par la police et la gendarmerie, qui est à la DCPJ, le phishing a augmenté de 600%. C'est quand même important. Alors on essaye de ne pas vous inquiéter, mais bon, comme vous l'avez bien compris, on est quand même un petit peu inquiet. Et on a mis en place une adresse mail à Bordeaux, en région Nouvelle-Aquitaine, une adresse mail dans laquelle on répond aux entreprises qui veulent vérifier l'authenticité du site ou l'authenticité de la proposition commerciale par mail pour acheter des masques de protection, par exemple, ou s'il y a un fournisseur sur lequel ils ont un… Alors, je vais vous donner l'adresse de l'adresse mail. Oui, je vais la saisir dans le chat en même temps. Très bien, mais je vous enverrai des documents là-dessus. C'est cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr. Cybermenace au pluriel. Parce que malheureusement, il y a plusieurs menaces. Donc, cybermenace, très bien. Donc, _6, Bordeaux. C'est ça, @intérieur.gouv.fr. Très bien, voilà, comme ça je la mets dans le chat. Comme ça, vous contactez directement mon service et on fait des vérifications sur le nom de domaine, sur le compte bancaire du fournisseur, etc. Enfin, on fait des vérifications qui nous permettent rapidement de voir si c'est une arnaque ou pas. Et alors, votre question, c'était comment on se prévient. Donc, voilà, que doit-on faire en urgence quand on est victime d'une attaque cyber? Alors voilà, il y a beaucoup de choses à faire en urgence, effectivement. La première chose à faire, c'est isoler l'attaque, pour pas que cette attaque informatique se répande sur l'ensemble du réseau. Donc, ce qu'on préconise, c'est de couper tous les accès réseau autour du poste informatique qui a été infecté, pour éviter que ça se répande sur l'ensemble du réseau. Par contre, le conseil qu'on donne, c'est de ne pas débrancher l'ordinateur, de ne pas le couper du réseau électrique, puisqu'on a besoin de rechercher des traces, la police a besoin de rechercher des traces, et si vous le débranchez, on va perdre toute la mémoire volatile. La deuxième chose, c'est de sauvegarder un certain nombre de données de confiner donc les postes infectés, et puis de sauvegarder des données, les journaux de connexion notamment, qui nous permettront d'avoir les logs de connexion, les supports informatiques, faire une copie intégrale des supports. Voilà. De manière simple, parce que tout le monde n'est pas informaticien, c'est ce que j'allais vous dire, parce que ça paraît très compliqué ce que vous dites. Non, c'est pas compliqué. Débrancher le câble réseau, c'est le premier truc à faire et c'est très simple. Après, c'est de nous contacter. Et vous pouvez nous contacter en direct, sans aller au commissariat ou à la gendarmerie de votre secteur, sur l'adresse mail que je vous ai donnée.
Elle est suivie 24 heures sur 24, on peut être réactif. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que quand la police est appelée rapidement, on arrête des auteurs, on a des résultats. Et on arrive à avoir de vrais résultats. Mais si on est prévenu 3 semaines après et que le chef d'entreprise a fait toute la remédiation de son système d'information, a tout réparé, a tout remis en marche, ça sert à rien d'appeler la police, vous voyez ce que je veux dire. Pour être efficace, il faut qu'on soit prévenu tout de suite. Bien entendu, il faut tout de suite relancer le système d'exploitation, on le comprend, mais il faut laisser un petit temps à la police pour en parallèle pouvoir faire des constatations et déclencher une enquête. Ce qui est important aussi, pourquoi il faut nous appeler tout de suite, c'est quand il y a des escroqueries financières, qui sont souvent à base cyber, on a la capacité de récupérer l'argent. Et je vous donnerai après quelques exemples concrets, si vous voulez, notamment quand on a des escroqueries aux faux ordres de virement, c'est-à-dire un fournisseur qui va rentrer dans une chaîne de mail, dans un échange mail, il va s'insérer entre le véritable fournisseur et l'entreprise, et il va inciter le service de comptabilité à faire un virement sur un compte qui appartient aux escrocs, un virement qui est souvent sur un compte à l'étranger. C'est très classique et on a de nombreux cas et souvent ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros parfois. Et les conséquences sont terribles pour les entreprises. Mais quand vous dites qu'il s'intègre, qu'il s'insère en fait, Il va par un travail d'ingénierie sociale qui peut être soit un virus informatique qui va permettre de récupérer de l'information. Ils vont récupérer de l'information sur l'entreprise, l'organigramme, qui est le DAF, qui est le comptable, qui règle les commandes, qui sont ses principaux clients ou fournisseurs. Et là, ils vont déposer un nom de domaine sur Internet, ils vont enregistrer un nom de domaine qui est très proche du nom de domaine du véritable fournisseur. Ils vont usurper l'identité numérique du fournisseur. Ils sont très forts, ils ont que ça à faire. Et ils vont envoyer un mail à la comptable en disant « Nous venons changer nos coordonnées bancaires. Nous travaillons avec vous depuis des années, on vient de changer nos coordonnées bancaires et maintenant, il faut nous envoyer ça sur un IBAN, sur un compte en Pologne ou au Portugal. » La comptable ne va pas prêter attention, ne va pas faire de vérification et malheureusement, on le déplore trop souvent. Et quelques semaines après, il va y avoir une facture qui va être envoyée, une facture pro forma, et la comptable va régler la facture sur le mauvais compte. L'argent après part en Chine et l'affaire est terminée. D'accord. En Chine ou ailleurs. Ou ailleurs, excusez-moi, oui, je vais un peu vite. Alors, on aura l'occasion justement de que vous donniez des exemples de situations, bien sûr anonymes, mais que vous avez rencontrées et comment vous êtes intervenu. Alors, une question, un VPN peut-il améliorer notre sécurité contre le phishing et autres cyberattaques? Alors, je vais répondre, mais je vais compléter d'abord la notion de confinement du PC, c'est-à-dire que le PC qui est infecté. Le premier réflexe habituel des gens, c'est de l'éteindre physiquement, c'est-à-dire de faire off. C'est ça que disait Paul, il ne faut pas l'éteindre, surtout pas. Il faut juste le débrancher du réseau local, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Ethernet. Vous débranchez la prise réseau locale, mais vous laissez l'ordinateur allumé. C'est cette notion d'allumer qui peut prêter à confusion. Il faut qu'il reste allumé parce que dans un ordinateur, vous avez un disque dur, c'est ce qu'on appelle la mémoire statique, la ROM, et vous avez une mémoire vive qui s'appelle la RAM. Et quand il y a une attaque, on peut retrouver des informations dans les deux. Mais si vous éteignez physiquement l'ordinateur, vous perdez la mémoire vive. Elle s'efface. Et du coup, on perd des éléments de preuve. Donc c'était ça que disait tout à l'heure Paul. Ça valait le coup pour les personnes qui ne sont pas techniques d'expliquer ce qu'on voulait dire. On n'éteint pas un ordinateur compromis. On l'isole. C'est pas la même chose. D'accord. Et alors, après, effectivement, on appelle la police ou la gendarmerie en fonction de l'endroit où on est pour faire une constatation et essayer de récupérer des éléments de preuve. Ou on envoie un mail sur l'adresse que l'on a mis tout à fait. dans le chat. Très bien. Alors, sur la question du VPN. VPN. Alors, le VPN ne va pas vous protéger du phishing. Le phishing, c'est recevoir un email ou aller consulter un site frauduleux. Par contre, le VPN va protéger vos communications quand vous êtes notamment en extérieur. Donc, un des premiers principes de précaution quand on fait du télétravail, c'est effectivement d'utiliser un VPN. Parce que le fait de venir avec son ordinateur travailler dans un lieu non maîtrisé, que ce soit son domicile ou un point d'accès Wi-Fi dans un train ou dans un restaurant, dans un hôtel, vous expose à l'interception du flux qu'il y a entre vous et les personnes avec qui vous communiquez. Pour éviter ça, le VPN vous permet de créer un tunnel
Donc, c'est du chiffrement, le VPN. Un VPN, c'est réseau privé virtuel en français. Ça consiste à chiffrer les données entre vous et le site avec qui vous communiquez. Et ce VPN, donc en général, c'est votre entreprise, va vous permettre de vous rattacher à votre entreprise comme si vous étiez physiquement dans l'entreprise. Et bon, d'une part, d'éviter que les gens interceptent vos communications. D'autre part, pouvoir mettre en œuvre la politique de sécurité de l'entreprise, y compris sur le poste distant, puisque l'entreprise fera office de relais, c'est-à-dire que au lieu d'aller directement sur Internet, vous allez passer par votre VPN, remonter sur l'entreprise, et dans l'entreprise, vous avez une infrastructure de sécurité, on appelle ça un firewall en général, qui va mettre un garde-fou entre vous et le monde extérieur. Donc le VPN est à préconiser effectivement dans le cadre du télétravail ou dans le cadre, quand il y a d'autres utilisations du VPN. Là je me concentre sur le Covid, mais on peut très bien imaginer construire des VPN avec des filiales, si on a des filiales, construire des VPN avec des prestataires de services. Donc cette technologie-là est extrêmement pratique pour rendre difficile d'accès les données qui circulent sur Internet quand vous communiquez d'un point A à un point B. Alors, autre question. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien en ouvrant les pièces jointes que l'on prend un risque et non pas en ouvrant le mail? Oui, je confirme. C'est effectivement en ouvrant le mail que vous allez vous mettre en danger. Quoi, non, le mail, l'ouvrir ne pose pas de problème. Le problème, c'est soit cliquer sur les liens qui vous sont proposés, parce que souvent, là, j'ai encore reçu un email soi-disant de Microsoft pour mettre à jour mon compte personnel. C'est extrêmement bien fait. Vous avez, ça ressemble, c'est pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu Canada Dry, ça ressemble à un mail de chez Microsoft, mais c'est pas un mail de chez Microsoft. Et effectivement, on me dit voilà, c'est urgent, il faut que vous mettiez votre mot de passe et votre login à jour. Donc, il faut cliquer là. Le fait d'ouvrir le mail ne porte pas préjudice à ma machine. Ce qui va poser problème, c'est de cliquer sur le lien qu'on me propose ou d'ouvrir la pièce jointe qui est fournie avec. Ça, il ne faut pas y toucher. Et ce mail-là, vous le gardez bien au chaud. Et vous pouvez faire un signalement déjà. Donc il y a la plateforme Pharos. Donc c'est voilà que j'ai oublié l'adresse mail, mais je pense qu'elle sera donnée tout à l'heure. Je vais te la donner. C'est il y a une plateforme spécifique de signalement pour le phishing. C'est www.internet-signalement au singulier.gouv.fr. Voilà. Donc ça c'est la plateforme nationale de signalement de phishing. Par exemple, actuellement, il y a des campagnes de sextorsion. C'est-à-dire que vous recevez un email comme quoi votre webcam a été piratée et qu'on vous a filmé en train de regarder des films porno sur Internet et qu'on va le dire à toute la Terre. Personne n'a piraté votre téléphone ou votre caméra vidéo. C'est juste qu'ils ont récupéré votre email et qu'ils ils font des campagnes de phishing de masse pour inciter les gens à payer en Bitcoin en général, donc de la monnaie virtuelle, en vous faisant chanter sur c'est une arnaque. Votre système n'a pas été piraté. Juste pour remarquer l'adresse, donc internet-signalement @ Non, c'est un site. C'est un site web. C'est un site web. Sur donc .gouv.fr, d'accord. Oui, .gouv.fr. Sur ce site, vous allez signaler tous les abus que vous pouvez constater, tous les contenus illicites sur le net, notamment les phishing. Très bien. Et eux vont pouvoir. Le but de ce service, c'est de faire une procédure d'abuse et de sortir ces sites frauduleux ou ces noms de domaine frauduleux. Voilà. D'accord. Alors, avant de passer à une autre question, indiquez à nos internautes qui peuvent aller donc dans sondage pour le compléter. On va arriver justement sur les. Il y a des questions donc sur les outils de conférence. Donc, je voulais vous donner. Est-ce que je voulais vous donner un exemple. Un exemple local, parce qu'on a eu une affaire il y a 2 jours qui illustre un peu le phishing et je pense la grande vulnérabilité des sociétés actuellement. Il y a 2 jours, on a eu une PME dans le secteur financier à Bordeaux, une PME quand même un peu importante parce qu'une vingtaine de salariés, un chiffre d'affaires d'1,2 million. En fait, c'est un courtier qui s'est rendu compte que sa boîte mail avait été piratée.
Il s'en est rendu compte comment? Sa boîte mail professionnelle. Il s'en est rendu compte parce que il y a 2 jours, le matin, il a reçu un coup de téléphone de sa secrétaire qui tutoie et qui avait reçu un mail de sa part lui demandant de réaliser un virement en livres sterling sur un compte à l'étranger de 20 000 livres à peu près. Et dans ce mail, il l'a vouvoyé. Donc, elle s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle le contacte par téléphone et il se rend compte qu'effectivement, sa boîte mail est piratée. Quand elle lui envoie un mail, ça va directement dans la corbeille. Il reçoit pas le mail. Et il se rend compte dans les minutes après que de nombreux contacts reçoivent des mails de sa part tentant de faire des escroqueries. Il se rend compte également que son compte LinkedIn, il a un compte LinkedIn professionnel qui est payant, il a 30 000 contacts. Son compte a été modifié. Ils ont avec la boîte mail, donc ils ont réinitialisé le code, voilà, et le mot de passe, et ils ont modifié son compte et ils ont envoyé à tous ses contacts un message avec une pièce jointe proposant un investissement confidentiel, une opportunité, etc. Il faut cliquer sur la pièce jointe. Donc on voit, donc et il nous explique qu'il pense qu'il s'est fait ficher, que son système a été corrompu parce qu'il a reçu, alors on est en train de le vérifier, il y a une dizaine de jours, un mail d'un de ses contacts par LinkedIn, enfin un message par LinkedIn, excusez-moi, d'un de ses contacts qui est agent immobilier sur la région parisienne et qui lui proposait un projet immobilier. Il lui a envoyé la maquette. Pour se connecter sur la maquette, il a cliqué sur un lien. Sur le lien, il a été redirigé vers une plateforme OneDrive là pour télécharger le document. Et là, il tombe sur un site de phishing avec une enseigne Windows manifeste. Et là, on lui demande de mettre son adresse mail et son mot de passe. Ça marche pas. Il met plusieurs mots de passe. Et voilà, on est en train de vérifier, mais on pense que l'origine de la compromission est certainement à ce niveau-là. Voilà, donc finalement, son préjudice, il n'a pas de préjudice financier. Par contre, il subit quand même un préjudice de réputation important. Il a dû se réorganiser dans l'urgence pour l'ensemble de son activité professionnelle. Et on voit que les pirates qui opèrent de l'étranger procèdent comme ça par bond. Ils l'ont vérolé, ils ont essayé de faire quelque chose avec lui, et ils ont utilisé son compte LinkedIn pour infecter d'autres personnes. Voilà. C'est un peu le process qu'on rencontre régulièrement, qui touche les petites entreprises, avec une professionnalisation qui est quand même. Les mails sont de qualité, vous voyez. C'est pas les mails avec des fautes d'orthographe à tous les mots. Voilà, tout ça est assez bien fait. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Oui, non, mais vous faites bien d'illustrer effectivement pour que les gens peut-être se retrouvent dans cet exemple. Alors, nous revenons à Zoom. On en a un petit peu parlé. Zoom entre les États-Unis et la Chine. Donc, pourquoi Zoom a-t-il été référencé par Amélie pour la visio professionnelle, notamment pour les orthophonistes, avec ce qu'on a pu entendre sur cet outil-là? Bonne question. Alors, je vais revenir plus largement. C'est-à-dire, je suis pas là pour faire le procès de Zoom ou de qui que ce soit d'autre. Hein. On va dire les outils de visio, oui. Les outils de visio. Zoom a défrayé la chronique parce qu'effectivement, de nombreuses vulnérabilités ont été découvertes sur cette plateforme et que les gens qui l'utilisent mal se sont retrouvés dans des situations un peu critiques. Zoom, mal, ça veut dire quoi, mal utilisé? Par exemple, ouvrir des conférences à tout le monde. Et donc, le dernier cas en date, c'est la semaine dernière, mon collègue de travail était invité sur une conférence Zoom dans le nord-ouest de la France. Et la conférence était publique, ouverte, et un des participants a trouvé très rigolo de mettre à disposition des photos et vidéos pédopornographiques. Parce qu'effectivement, tout le monde avait accès à tout et avait le droit de prendre la main sur le système. Donc, il faut bien cloisonner d'une part. Après, Zoom, il n'y a pas d'interdiction à utiliser Zoom aujourd'hui à l'échelle nationale. Par contre, il y a au niveau européen un papier de l'ENISA, donc l'ENISA qui est l'équivalent de l'ANSSI à l'échelle européenne, qui signale effectivement de nombreuses vulnérabilités dans le système et qui déconseille fortement l'usage de cet outil à titre professionnel. Qu'à titre personnel, vous l'utilisiez et qu'il vous arrive des malheurs, ça ne regarde que vous.
Qu'à titre professionnel, vous mettiez en danger votre entreprise, c'est un autre débat. Mais ce qui est vrai pour Zoom est vrai malheureusement pour d'autres outils. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, on est en train de travailler justement sur une note sur les outils de visioconférence pour essayer d'expliquer comment mettre en œuvre donc des bonnes pratiques pour utiliser ce type d'outils. Il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où vous communiquez vers l'extérieur sur ce type de solution, il y a un risque, quelle que soit la solution, d'interception du flux et d'interaction avec les personnes qui communiquent. Ce qui est vrai sur Zoom est vrai sur la plateforme WebEx de nos amis Cisco. Il y a eu le même problème. Grosso modo, à peu près toutes les plateformes ont subi des tentatives plus ou moins réussies de hacking ces derniers jours. Donc, nous, derrière, aujourd'hui, la seule préconisation qu'on peut faire, c'est… alors, il existe un outil qui a été labellisé ANSSI. Donc, c'est le seul sur lequel je peux faire de la promotion. Il s'appelle Tixeo. Il fait partie c'est le seul produit aujourd'hui de vidéo qui a été certifié. Alors, la certification, c'est le premier niveau de sécurité proposé par l'ANSSI. Et après, la qualification, c'est un niveau supérieur. Il va falloir, dans le futur, effectivement, qu'on essaie d'avoir plus de solutions qui fassent l'objet de notre attention. Donc, mais quel est le mode opératoire alors c'est des gens qui viennent pendant votre conférence ou qui interceptent? Alors il y a différentes choses, il y a différents types de vulnérabilités. On va pas. Il peut y avoir interception du flux, il peut y avoir envoi de fichiers tout simplement, c'est-à-dire que vous participez à une conférence et vous mettez à disposition un document que les gens récupèrent et qui vont compromettre leur système. On peut imaginer plein de scénarios différents. Donc il y a d'abord la première importance, c'est de bien cloisonner avec qui vérifier avec qui on communique et ne pas donner tous les droits à tout le monde. Donc ça, c'est du bon sens. Hein. Alors, comment expliquer que donc une organisation de l'État, donc Amélie, puisse pas référencer, mais en tout cas mettre à la disposition des orthophonistes cette plateforme, alors que vous nous parlez de Tixeo, qui est le seul outil. Un dysfonctionnement comme ça, il vient d'où en fait? C'est pour une raison simple, c'est que l'ANSSI ne fait que de la prescription, mais n'impose pas les outils multimédia que les gens utilisent. Donc, c'est un conseil que donne l'ANSSI. Après, le problème, c'est que Tixeo est une solution payante. Zoom ne l'est pas. Et donc, l'ANSSI n'a pas interdit l'usage de Zoom. On n'est pas là pour interdire quoi que ce soit. On fait du conseil. Donc, nous, si on a un conseil à donner, c'est utiliser effectivement des outils numériques qui ont fait l'objet d'une vérification par nos services. C'est préférable. Malheureusement, le catalogue de produits proposés par l'ANSSI ne répond pas à tous les besoins. Donc, l'autre conseil qu'on va vous donner, c'est d'appliquer des bonnes pratiques d'usage avec des outils qui n'ont pas forcément fait objet de notre vigilance. Et même, je veux dire, si vous utilisiez un outil labellisé ANSSI, ça ne vous dédouane pas de vos responsabilités sur l'usage que vous allez en faire. La plupart des problèmes proviennent non pas d'un problème technique, mais d'un problème humain. Typiquement, si vous invitez toute la Terre sur un outil de conférence sans prendre de précautions sur les personnes qui se connectent sur ce système-là, il ne faut pas vous étonner s'il y a des problèmes derrière. Donc, je pense pas que le problème soit lié à l'outil. Il est plus donc bien le paramétrer, déjà bien le paramétrer et de limiter les invitations. Une question pour Monsieur Bousquet. Quelle est la marche à suivre pour porter plainte pour paiement frauduleux sur Internet et quels sont les délais? Alors, pour porter plainte, de toute manière, il faut se rendre dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie pour déposer plainte. C'est se rendre physiquement. Ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, vous avez une deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle la pré-plainte en ligne. Sur le site du ministère de l'Intérieur, vous trouverez l'accès à la pré-plainte en ligne. Il y a également un site spécial dédié. Je n'ai pas en tête l'adresse mail, mais je peux vous la communiquer. Et dans ce cadre-là, la personne est invitée à remplir un certain nombre en ligne des éléments. C'est envoyé à un commissariat. Le commissariat va vérifier que tous ces éléments sont bons et va convoquer la personne. Il faudra quand même se déplacer physiquement dans un commissariat pour signer la plainte. Puisque aujourd'hui, en droit, on est obligé de signer le document la signature numérique n'est pas reconnue par les tribunaux judiciaires.
Voilà, donc ça permet de gagner du temps et d'avoir un rendez-vous et d'éviter de perdre du temps. Pour les petits préjudices, j'aurais tendance à orienter vers cette solution, qui est une solution de gain de temps. Par contre, sur une infraction cyber importante qui concerne une entreprise, je le répète, contactez-nous directement et on vous proposera un rendez-vous pour prendre directement la plainte à la police judiciaire pour gagner du temps et être efficace. Et donc, s'il y a eu un paiement frauduleux, est-ce que il y a un temps où je peux récupérer mon argent auprès de ma banque pour faire opposition au prélèvement? Alors ça, ou est-ce que perdu, c'est perdu? Ça dépend quel est le niveau du paiement frauduleux. Quel est quand vous êtes victime d'une escroquerie caractérisée de type faiseur de virement, vous avez 100 000 euros qui partent parce qu'on a usurpé l'identité du fournisseur. Là, bien entendu, vous allez déposer plainte et nous, on va essayer de saisir les fonds à l'étranger. On va faire une mesure judiciaire de saisie. Et en parallèle, vous allez contacter votre banque qui va essayer de rappeler les fonds, ce qu'on appelle une procédure de recall. Ils vont essayer de rappeler les fonds par le réseau interbancaire. On travaille de la main dans la main avec les banques et les deux procédures, il y a une procédure civile et une procédure pénale et on essaye de récupérer les fonds. Ça marche assez souvent, mais il faut être très rapide. Parce que dans la zone euro, il faut 24 heures pour faire un virement. Donc, si vous réagissez trop tard, l'argent est parti. Pour les petits montants, vous n'aurez pas, ça ne marchera pas. Pour un petit montant sur un site internet, vous allez déposer plainte, mais on va pas saisir les fonds à l'étranger pour des petits montants. Il faut être lucide. Après, chaque banque a des assurances sur les comptes et autres pour ce type de montant. J'invite les internautes à aller dans sondage puisqu'on vous a publié au-delà du secteur d'activité, donc complétez parce que je vois qu'il y a pas encore trop de réponses. Donc une question, si vous avez déjà été victime de cybercriminalité, donc c'est important que vous puissiez y répondre. Et ensuite, si oui, de quel type? On vous a mis une liste de types de cybercriminalité. Alors, on parlait tout à l'heure VPN, connexion. Donc, pour les postes en Wi-Fi, on fait comment si on n'a pas de câble? Le personnel ne sait pas faire. On ne peut pas avoir accès au blocage du Wi-Fi. Et si c'est à la box, on bloque l'entreprise. Ceci dans le but de laisser le poste branché. Donc, si effectivement les gens n'ont que la possibilité de se connecter en Wi-Fi, donc le VPN, ça marche pas en Wi-Fi. Si. Ça n'a rien à voir. Alors je vais refaire un petit topo sur l'usage du Wi-Fi. Et pour moi, il y a plusieurs questions dans une. La première question, c'est comment on isole un poste qui est connecté en Wi-Fi. Je pense que c'est ça la première question. Un poste qui est isolé en Wi-Fi, effectivement, on va couper le Wi-Fi sur son poste, tout simplement. Ou on va couper le Wi-Fi sur la borne Wi-Fi. Mais on n'éteint pas l'ordinateur. Ça, c'est dans le cas d'une crise cyber. Si on veut faire l'usage du Wi-Fi dans une entreprise, il y a plusieurs règles de sécurité à mettre en œuvre pour éviter de trop s'exposer. La première, c'est d'isoler l'accès Wi-Fi entreprise de l'accès Wi-Fi public que vous pourriez mettre à disposition de prestataires ou de clients qui viendraient chez vous. Donc, il est souvent assez commun d'autoriser les personnes qui viennent dans votre entreprise à accéder à votre Wi-Fi pour aller sur Internet. C'est une pratique qui est acceptable à condition d'avoir dédié un accès Wi-Fi spécifique qui est séparé du reste de votre système d'information. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle du cloisonnement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on installe un accès Wi-Fi, il faut essayer de bien le configurer pour éviter la surface d'exposition et le risque cyber. Je m'explique. Une borne Wi-Fi, on peut régler le signal déjà et éviter qu'il bave trop en dehors de l'entreprise. Donc, on va positionner ces points d'accès Wi-Fi sur des zones où effectivement, on va limiter le signal radio au strict minimum pour permettre aux gens de travailler sur leur lieu de travail. Mais éviter effectivement que le signal porte trop loin pour que des personnes extérieures à l'entreprise puissent y avoir accès. Deuxième point, votre point d'accès Wi-Fi, il a ce qu'on appelle un SSID. C'est son identifiant, si vous préférez. C'est ce qui vous permet de vous connecter à lui. Ce SSID, vous pouvez le diffuser, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, ou vous pouvez aussi le cacher. Si les personnes qui souhaitent se connecter ne connaissent pas votre SSID qui est caché, déjà, vous allez leur compliquer la vie. Donc, il faut activer les fonctions pour cacher votre SSID
sur votre point d'accès Wi-Fi, que ce soit votre borne à domicile ou un point d'accès, ce qu'on appelle un access point en entreprise. Troisième point, les communications Wi-Fi doivent être chiffrées. Et je parle pas du VPN, je parle juste de la communication entre l'ordinateur et le point d'accès Wi-Fi. Ça s'appelle, en général, ce qu'on vous propose, le plus classique, c'est le WPA2. C'est l'algorithme de chiffrement qui est proposé en standard dans tous les points d'accès Wi-Fi. Il faut utiliser ce système-là. Ça va déjà garantir que personne ne viendra intercepter le flux Wi-Fi entre le PC et l'infrastructure informatique de votre entreprise. Enfin, il faut mettre, bien évidemment, une solution d'authentification. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas forcément de gros moyens, vous allez vous contenter d'un mot de passe. Le mot de passe doit faire l'objet de votre vigilance. C'est-à-dire qu'il doit être costaud. J'entends par mot de passe costaud un mot de passe qui n'a strictement rien à voir avec votre vie privée. Donc, on va éviter les 3/4 du temps. Le mot de passe, ça commence par être le nom de l'entreprise, l'adresse postale ou le numéro de la date de naissance du petit-fils ou le nom de l'animal de compagnie. Ça, on oublie. On va mettre un mot de passe totalement aléatoire. Ou on va trouver un moyen mémotechnique de retenir un mot de passe, mais qui n'a rien à voir avec notre vie privée. Parce que les hackers, la première chose qu'ils vont faire, c'est du social engineering, monter ce qu'on appelle des dictionnaires, récupérer toutes les informations qui vous concernent sur Internet, et Dieu sait s'il y en a, à commencer par LinkedIn. Mais il n'y a pas que ça, Facebook, WhatsApp, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous communiquez. Une fois qu'il aura bien cartographié votre environnement, tout ce qui vous concerne, le nom de l'entreprise, il va créer un dictionnaire et à partir de ce dictionnaire, il va chercher toutes les combinaisons possibles pour reconstruire le mot de passe. Si vous avez donc utilisé des éléments qui vous concernent, le temps moyen pour casser un mot de passe, c'est 2 minutes. Donc ça, c'est le premier point. Si vous êtes un petit peu plus riche, c'est un peu flippant ce que vous nous dites. Hein. Non, c'est des bonnes pratiques simples. Un mot de passe, il existe des générateurs automatiques de mots de passe, utilisez-les. Il y a plein de solutions disponibles sur Internet. Il y en a qui sont validées par l'ANSSI. On peut citer par exemple le coffre-fort numérique KeePass, qui fait l'objet d'un label ANSSI, qui est une petite application gratuite que vous installez sur votre ordinateur et qui vous génère vos mots de passe et qui les stocke en chiffré. Ce qui fait que vous n'en avez plus qu'un à retenir. C'est miracle. Autre possibilité, c'est, si vous êtes un petit peu plus structuré, mettre en place une solution de double authentification avec une solution informatique un peu plus complexe qui ne va pas se contenter d'un simple mot de passe pour vous permettre de vous connecter au système. Pour répondre à la question VPN, on peut tout à fait avoir un Wi-Fi public par exemple, et faire du VPN. Le VPN, c'est du soft, c'est du logiciel, c'est dans votre machine. C'est une application que vous allez utiliser pour créer un tunnel au travers d'un lien de télécommunication, quel qu'il soit. Ce lien, ça peut être effectivement un réseau classique filaire, mais ça peut être aussi de la 3G, de la 4G, ou du Wi-Fi. Peu importe. On est indépendant de l'infrastructure, du physique. C'est du virtuel. Donc, câble ou Wi-Fi, un Wi-Fi bien paramétré permet de sécuriser ces installations. Oui. Je précise dans les chats, vous verrez, parce que je vois que quelqu'un dit KeePass, c'est top. Voilà, on a les internautes qui relaient les noms que vous donnez et ils les connaissent bien puisqu'ils les écrivent avec 2 E, 2 S. Donc, à mon avis, ils doivent bien les connaître. Voilà, donc je rappelle également que le webinaire est en replay. Donc, ceux qui n'ont pas tout entendu, tout compris pourront le revoir puisqu'ils recevront un lien à la fin du webinaire. Sondage également, puisqu'on a encore un sondage qui est paru. Je vous invite à aller là-dessus et on va enchaîner encore. On va déborder un petit peu parce qu'il y a des questions qui sont aussi très intéressantes. Alors, donc on va essayer de faire des réponses un petit peu plus courtes pour en prendre un maximum. Si l'on s'aperçoit après que l'on a cliqué sur le lien frauduleux et que rien ne se passe, comment peut-on voir si l'on est vraiment piraté? Premier réflexe, antivirus. Si vous avez un antivirus mis à jour correct, faites un scan profond de votre ordinateur. Parce qu'un scan standard vous garantit pas effectivement de voir des erreurs. Un scan profond, déjà, on couvre. Donc, vous isolez votre poste. Bon, déjà, il faut avoir un antivirus et un antivirus à jour. Ça, c'est le minimum. Si vous avez un doute sur votre machine, effectivement, vous la déconnectez du réseau
et vous faites un scan profond. Ça va prendre 2-3 heures peut-être, et vous verrez s'il se passe quelque chose. On dit que les Mac, les Apple sont mieux protégés que les PC. C'est encore vrai ça ou... C'était vrai autrefois, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, tous les plateformes, que ce soit Mac, Linux ou Windows, sont concernées par le problème des virus, avec plus ou moins effectivement de risques. C'est-à-dire que la différence entre un PC Linux, un PC Mac et un PC Windows, c'est le nombre d'utilisateurs. Et comme les hackers sont des gens ils veulent de la masse. Ils vont aller là où effectivement ils ont le plus de chance avec le moins d'efforts. Et le plus de chance avec le moins d'efforts, c'est pour l'instant effectivement les environnements Windows. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de risque sous Linux ou sous Mac. Alors pour notre attaques Linux sous Mac, on en voit. Ouais, alors pour notre commissaire de police, qui sont les cybercriminels? Sont-ils parfois identifiés ou arrêtés par la police? Bonne question. Vous les arrêtez? Très bonne question. D'abord, qui sont-ils? Qui sont-ils? Parce que il y a souvent un fantasme qui est de dire que le cybercriminel, il vient bien sûr de l'autre bout du monde russophone ou d'Afrique. C'est pas toujours le cas. Et on a souvent la surprise de constater que, en tout cas, les chiffres, c'est entre 30 et 40% des attaques sont d'origine interne. Anciens salariés, employés mécontents, concurrents. Voilà. Et donc, des fois, il faut pas aller chercher bien loin pour trouver le cyberattaquant. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Des fois, je pense qu'on constate aujourd'hui qu'il n'y a pas encore suffisamment de plaintes, et je vous incite vraiment, les chefs d'entreprise, à déposer plainte. On vous a donné aujourd'hui des outils, une adresse mail dédiée pour nous contacter directement, à déposer plainte, à vous faire connaître, parce que derrière, il y a des... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Des fois, derrière, vous avez des... en fait, on arrive à identifier les auteurs et à avoir une réponse judiciaire. Alors, qui sont-ils? Sont-ils parfois identifiés? Pour vous donner sur le Covid, où effectivement il y a eu beaucoup d'arnaques aux faux fournisseurs de masques. L'Office central, on a un office central à Paris, a interpellé des auteurs en Israël très récemment et à Singapour. Et là, pareil, c'est la plainte rapide, des investigations très rapides, techniques très rapides, qui nous permettent, avec une coopération judiciaire, d'arrêter les auteurs très rapidement. Rapide, ça veut dire quoi entre la déclaration et les interpellations? C'est pardon, 10 jours. Ouais, d'accord. Parce que dans les 10, là, vous avez affaire à du crime organisé. En fait, vous avez toute la palette. Vous avez l'employé mécontent, vous avez le crime organisé, des mafias. Et là, effectivement, ils sont en Israël, ils sont en Afrique, ils sont à l'autre bout du monde, ils sont en Russie. Et cela, ça peut marcher quand vous avez, parce qu'on dit souvent ça ne marche jamais. Non, ça marche quand vous apportez des éléments probants à une autorité judiciaire étrangère. Et pour ça, il faut effectivement tout de suite récupérer des données techniques. Parce que les grands opérateurs, les ordinateurs, on perd très rapidement l'élément technique. Mais quand vous avez des éléments techniques, il y a une vraie coopération. Alors, juste pour porter quelques informations sur des sources d'informations, existe-t-il une plateforme ou un site internet regroupant les bonnes pratiques à tenir, la liste des entreprises spécialisées en cybersécurité et éventuellement des aides pour les TPE? Est-ce qu'un service de l'État, voilà Oui, alors il y a la première réponse, cybermalveillance.gouv.fr. Je pense que ça sera donné à l'issue de la conférence. Je pense que Meryl, qui est en arrière-plan, va nous inscrire ça. Oui. Donc, cybermalveillance.gouv.fr, derrière, c'est le GIP ACIMA, donc Groupement d'intérêt public ACIMA, ACYMA, qui est piloté par Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'ANSSI. C'est un groupement d'intérêt public donc, qui regroupe à la fois des services d'État, des industriels de la cybersécurité et des associations de consommateurs. Et je pense que d'autres personnes vont s'associer à cette démarche. C'est la réponse nationale en matière de cybersécurité pour les ETI et les PME-PMI et les particuliers. Vous y retrouvez des kits de formation avec des informations extrêmement pertinentes et très simples de compréhension pour tout public. Vous y retrouvez une plateforme pour trouver près de chez vous des prestataires de services capables de vous aider. Et j'en profite pour leur faire un peu de publicité. Ils lancent très prochainement, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs, un label pour permettre d'identifier les bons prestataires des moins bons.
Jusqu'à présent, il proposait effectivement un périmètre assez large, donc vous indiquiez où vous étiez et il vous mettait à disposition une liste d'entreprises ayant prétendu savoir faire de la cyber. Malheureusement, tous n'avaient pas le même niveau. À partir d'aujourd'hui, certes, les vrais, les bons, pourront faire passer ce label qui n'est pas extrêmement onéreux, hein, je crois qu'on parle de 1 000 ou 2 000 euros, où là, les gens de l'AFNOR vont venir vérifier que les compétences des personnes sont bien en adéquation avec leur discours, et ça sera un gage de sécurité pour vous. Donc, c'est vraiment le site central pour les PME, PMI, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Autre possibilité. Très bien, ça a été marqué sur le chat. Voilà. Il y a énormément d'informations en tout genre hein, sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr. Notamment, on y retrouve le guide des bonnes pratiques qui a été édité avec la CPME, qui est vraiment tout public. Donc, il y a 12 règles à connaître. On vous explique comment vous protéger à minima. Et c'est à distribuer massivement. Donc, il y a ce travail qui a été fait par la CPME en collaboration avec l'ANSSI est vraiment excellent et correspond tout à fait à la problématique de tous les entrepreneurs PME, PMI, voire même les particuliers. Après, si vous voulez vous muscler un petit peu plus, vous avez des outils plus pertinents, encore plus techniques, notamment il y a des guides pour le Wi-Fi, vous avez des guides pour structurer votre système d'information, comment cloisonner les systèmes. Tout y est, c'est pléthorique. Ça peut être très technique pour les gens qui veulent aller très profond. Et c'est le deuxième site de référence, je dirais, pour les PME, PMI. Après, bien évidemment, il y a d'autres initiatives. Hein. On n'est pas les seuls à communiquer, y compris en gendarmerie et en police, puisque. Oui, j'allais y venir. Je te laisse continuer. Ouais, au-delà du technique, ce qui est très important aussi, qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Parce que la sensibilisation de vos collaborateurs, c'est déjà la première base. Hein. Il ne faut pas oublier l'humain. Déjà, c'est gratuit. Et donc, la police et la gendarmerie ont recruté des réservistes qui peuvent, à votre demande, intervenir sous forme de visioconférence ou physiquement pour donner des conseils, qui sont des premiers conseils de bon sens pour lutter contre le phishing, pour identifier un mail de phishing, pour prendre les premières précautions dans la structuration de votre système d'information. Voilà, donc on propose ce service, la gendarmerie fait exactement de même. Et si vous le souhaitez, contactez-nous sur l'adresse mail que je vous ai donnée et on organisera tout ça. Très bien, merci. Alors, on va prendre une dernière question, pardon. Est-ce qu'il y a des cibles, est-ce qu'il y a des entreprises plus ciblées que les autres dans le hacking? Non. Quand tu me diras si je suis d'accord. Alors, ça me permet de rebondir sur la question d'avant aussi, pour parler des cyberattaquants. On a parlé des mafieux, mais alors, il y a un autre phénomène assez récurrent qui va concerner les PME, PMI innovantes. Il y a une recrudescence importante des actions offensives en intelligence économique des pays étrangers sur le territoire national. Donc, je suis pas là pour faire de délation sur un quelconque pays. Hein, je pense qu'à peu près tout le monde est concerné. La raison est très simple. C'est que cela coûte beaucoup moins cher d'aller voler les technologies des autres que d'essayer de les développer par soi-même. Et malheureusement, cette partie-là, elle est négligée parce qu'elle n'est pas visible. Mais nous, ce qu'on voit au niveau ANSSI, c'est, alors il n'y a pas que nous, hein, les services de renseignement aussi font un gros travail là-dessus, on voit une recrudescence, effectivement, des tentatives d'exfiltration de données vers des pays étrangers pour capter de la donnée intéressante à exploiter pour des pays étrangers. Ces données étant mises à disposition des sociétés des pays étrangers. Donc, il y a certains services étrangers qui consacrent une majeure partie de leur temps, non pas à aller chasser du terroriste, hein, mais à aller récupérer de l'information stratégique sur les sociétés françaises. Donc, ne croyez pas que parce que vous êtes une petite PME, PMI, que vous n'êtes pas concerné. Si vous regardez quand vous branchez votre entreprise sur Internet au niveau du firewall, dans les 24 premières heures, vous allez commencer à avoir du trafic entrant-sortant vers des adresses IP délirantes. Et souvent, on retrouve effectivement des adresses dans des pays étrangers. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas normal. Ça n'a pas lieu d'être. Très bien. Mais écoutez, on va clôturer donc ce webinaire sur la cybercriminalité.
Messieurs, en tout cas, merci pour vos précisions sur ce sujet, des réponses très pédagogiques. C'est ce qu'on voit dans les remarques des internautes. Moi, je pense qu'il faudra faire une deuxième couche sur ces sujets. Si vous êtes favorable, on se replanifie ça justement parce que les gens sont effectivement demandeurs. On a fait un premier sondage, donc on sait que à 64% c'est le spam, donc le phishing c'est 60%. Donc voilà, ça va permettre peut-être d'apporter des précisions sur tel ou tel sujet. Merci beaucoup, messieurs. Merci aux internautes qui sont venus sur ce webinaire. Et puis, on vous retrouvera de toute manière pour le 12e webinaire vendredi prochain. Merci beaucoup, messieurs. Merci, au revoir.